Si cette vidéo a 100 likes, je ferai une vidéo comment j'ai créé mon blog et je le recréerai de zéro avec toi et ça va être dans tes... Je vous ai promis que je créerais une vidéo dans laquelle je crée un blog de zéro en Next.js avec ChatCN, avec NextMDX Remote Client et Tailwind. Et dans cette vidéo, je vais tenir ma promesse et réaliser ce fameux projet. Alors, ce projet, je vais le faire sans préparation, c'est-à-dire que je fais tout coder en live avec toi, avec les versions actuelles des librairies. Et donc, on va faire ça chill et je te propose de tout de suite commencer pour créer un blog avec exactement la même stack que j'ai faite pour mon blog. Alors pour rappel, mon blog c'est codelinks.dev, je t'invite à regarder, tu vois que j'ai changé un peu la landing page et il y a des articles comme React et un framework ou une librairie. Ces articles ils ont un compteur de vues, il y a même un bouton like, donc on va recréer ce compteur de vues ensemble. On va pas faire le bouton like parce que ça fonctionne exactement comme le compteur de vues, donc ça me paraît pas utile. On va faire en sorte de pouvoir intégrer des composants custom comme celui-ci, tu vois, qui permettent d'agrandir l'image comme on le voit juste ici, ou d'autres composants custom, comme j'ai par exemple comment j'organise mes fichiers Next.js, et bah tu vois que là j'ai ajouté des composants custom qui permettent de voir comment j'organise mes fichiers Next.js. Et hop là, avec même une English version, ça on va pas faire. Donc on va faire tout ça et je te propose tout de suite de commencer transition. Première étape, ça va être d'ouvrir un terminal et d'aller dans un projet. Donc ici, je vais aller dans un dossier cd dev other YouTube et ensuite on va aller dans UI ChatCN et dans la documentation juste ici, donc librairie uichatcn.com/doc. Ici, on va aller dans l'installation et on va choisir Next.js. Pour Next.js, avec le new CLI de ChatCN, tu peux juste copier cette commande. Moi, je vais utiliser pnpm, comme tu le vois juste ici, et te rendre dans le terminal et lancer pnpm dlx ChatCN latest init. Cette commande, elle va automatiquement venir te demander si tu veux créer un nouveau projet Next.js. À cette simple question, on va répondre oui et on va nommer ce projet en faisant codelinks blog clone. Comme ça, on comprend que c'est un clone de mon blog Codelinks. Et donc là, il va normalement falloir attendre quelques minutes le temps qu'il crée le projet Next.js. Dès que c'est fait, il va te demander quel style tu veux utiliser. Moi, je vais choisir New York. Ici, les couleurs de base, moi, je vais choisir Zinc. Finalement, CSS variable, moi je dis toujours oui et je t'invite à dire oui aussi. Et donc là, il va créer ton projet tailwindconfig.ts app/global.css. Si tu regardes cette vidéo dans 2-3 mois, il y aura sûrement la Tailwind V4 et donc ce sera déjà changé. C'est super de faire des vidéos sur le code en tout cas, tout change tout le temps. Donc on va pas ouvrir ce projet-là, autant pour moi, on va faire cd codelinks blog clone et ici je vais faire cursor point pour l'ouvrir dans mon IDE cursor. Alors ici, on va venir se mettre en zoom 0, 0,4 ou 0,5. Ça, je peux supprimer. Et une fois que tu as tout ça, on va ouvrir le terminal dont on aura de toute manière besoin. Et ici, on va voir un peu ce qu'on peut changer. Alors notamment le fait que dans tailwindconfig.ts qu'on a juste ici, pardon, pas dans ce fichier-là, ici, tout est à peu près juste, sauf ceci. Mais dans tsconfig qu'on a juste ici, il va falloir changer le pass. Moi, j'aime bien que @ est équivalent à src/étoile. Et donc, tu as juste à faire ce petit changement, créer un dossier src et déplacer lib ici dans src. Comme ça, c'est fait et on n'a plus besoin de s'en occuper. Une fois que ceci est fait, on va pouvoir installer différents petits composants qu'on aura sûrement besoin. Donc ici, on va pouvoir faire pnpm dlx chatcn add. Par exemple, bouton, input. On va juste rajouter ça pour l'instant, ça va aller très bien. Et comme ça, normalement, tu vas voir que par défaut, il va créer ça dans le bon dossier. Donc ici, dans source/component/bouton, etc., etc. Donc comme ça, on est bon. Ça, c'est pour le tsconfig et on a aussi ESLint. ESLint, tu vois que par défaut ici, il utilise l'ancienne version. Alors, c'est tout un bourbier d'utiliser la nouvelle version, mais en clair, ici, on va faire un pnpm update-i-latest. Et donc, par défaut, on va d'abord faire un p install pour installer les packages et ensuite, on va les upgrade. Quand on va les upgrade, ça va changer la version de ESLint et donc, on va juste mettre la bonne manière d'écrire du ESLint depuis la nouvelle version, ce sera plus agréable. Tu vois que ici ça installe les librairies et quand on update, tu peux voir que généralement quand tu crées un projet Next.js, en fait il y a toujours les librairies qui sont pas forcément mis à jour parce que tout est fait pour que ce soit normal. Et donc là, il faut juste installer ESLint et Node comme ceci. Donc là, ça va mettre à jour ESLint.
Et après, il va falloir installer eslint.config.mjs qui contient cette flat config. Donc ce fichier-là, tu pourras le retrouver en description. Comme ça, on a une config ESLint qui envoie du lourd, parce que sinon, je ne sais pas coder sans config ESLint. Le tooling, c'est super important, les amis, donc ayez toujours une bonne config. Quand vous faites ça, vous verrez qu'il y a plein d'imports à faire. Et donc là, c'est simple. On fait pinstall et on fait à peu près tout ce qui est là-dedans. Donc normalement, il y a eslint avec le arrobase. Du coup, celui-là, il est rajouté. Il va y avoir eslint plugin React Hook, qui est évidemment très important quand on fait un projet Next.js. ESLint plugin React, toujours installé. ESLint plugin Tailwind CSS. Et ici, global, qu'il va aussi falloir installer. On vérifie qu'il n'y ait pas de require. Tu vois qu'ici, il y a le next, mais normalement, c'est bon. Et autant pour moi, il faut installer la version compact. Donc ici, on fait /compact. Et la deuxième version, c'est eslint/js. Comme ça, on installe tous les packages. Et normalement, en faisant cette installation, donc je t'invite à regarder dans la description le lien de la solution quand j'aurai fini ce blog et que j'aurai déployé, etc. Et bah, tu pourras installer. Comme ça, tu as une version ESLint clean. Et malheureusement, c'est ce qu'il faut qu'on fasse actuellement pour avoir un projet à jour et pas périmé, parce que par défaut, ne me demande pas pourquoi, Next.js crée des projets périmés. Une fois que c'est fait, moi je vais faire reload window pour m'assurer que ESLint soit bien update, et ensuite je vais faire pnpm run dev afin de lancer le serveur de développement. Donc ici on va fermer tout ça et on va lancer la version localhost 3000, et normalement on devrait avoir une page qui a rien d'incroyable, qui se trouve juste ici. Et on va pouvoir supprimer évidemment tout ça. On peut voir que ESLint marche parce que ça nous affiche invalide CSS order, ce qui est très juste. Alors moi je vais supprimer tout ça, on va juste afficher une div avec écrit coucou, et ce sera la base normalement. D'ailleurs, si tu galères avec Next.js, les pages, etc., je t'invite dès maintenant à aller sur mlv.sh/nextjs pour t'inscrire à mes cours gratuits sur Next.js. On crée un projet qui s'appelle ucode.sh 2.0 qui, j'en suis sûr, tu vas apprécier. Voilà la petite landing page, c'est très stylé. Alors, maintenant qu'on a ce coucou, on a la base de notre application, on va commencer par créer un petit layout. Donc par défaut, tu vois qu'il m'installe des fontes. Alors ici, ne me demande pas pourquoi. En fait, je sais pourquoi. On a oublié d'installer TypeScript ESLint afin d'être vraiment bon concernant cette configuration. Donc on fait pinstall TypeScript ESLint, on copie cette ligne qui est juste ici, tu l'auras aussi dans la description. Et le TSESLint, on l'utilise comme ceci. Et comme ça, là, normalement, on peut le mettre au-dessus du fixup config. Hop là. Et comme ça, on a aussi TypeScript ESLint qui sera rajouté. Si on refresh à nouveau avec les règles de TypeScript, comme ça, ESLint, il sait qu'on est dans un monde de TypeScript. Dans le layout, maintenant, il n'y a plus l'erreur de type. Est-ce que TypeScript fonctionne quand même bien? Si je fais let x égale rien, tu vois qu'il y a une erreur ESLint. Donc, c'est dire que ça fonctionne. Donc ça, on va garder. Ici, on va changer les métadatas en faisant my-blog. Donc nous, on va l'appeler codelinks, blog. On va faire comme si je créais codelinks. Apprendre de nouvelles choses avec codelinks. Voilà, on va écrire ça en français, c'est pas très grave. Et ici, dans le body, on va mettre des classes très importantes. On va mettre hfull pour le HTML. Et pour ici, le body, on va pouvoir enlever tout ça et mettre ça dans un CN. Et rajouter hfull aussi, afin d'avoir tout qui soit correct. Une fois qu'on a rajouté hfull et hfull, on peut directement créer un composant ici. Donc moi, je peux direct aller ici dans component et dans header. Et donc moi, ce que je vais faire ici, afin de limiter tout de suite les dégâts et de faire un blog très simple et minimaliste, on va faire un maxWidth XL, mauto et px4. Comme ceci, on va limiter le layout, tu vois, au centre, comme c'est là. Alors là, il va juste falloir faire un truc, c'est supprimer tout ce bordel qui est juste ici. Comme ça, on garde juste ça. Tu vois que par défaut, c'est blanc. Et le dark theme et le light mode, tout ça, pour l'instant, je trouve que ça sert à rien. Et d'ailleurs, je te conseille d'avoir un blog avec qu'un seul thème, c'est beaucoup plus cool. Ici, dans le composant header, je vais créer un composant header. Il n'y a pas besoin de props pour ça. Et donc, dans cette header, on va pouvoir mettre un petit header. Et ici, un P qui va contenir codelinks. Et par exemple, moi, ce que j'ai fait, c'est un span.dev class name text primary. Je ne sais pas trop quel thème j'ai ici. Et à gauche, on va écrire tout simplement un petit lien avec les posts. Post.
Ensuite ici on fait flex, item center gap 2 et là on peut rajouter une petite div avec margin left auto pour pousser tous les éléments de l'autre côté. Et donc à ce moment-là, on peut aller dans layout, je peux fermer ça et venir ici rajouter header. Et normalement, on devrait voir notre header apparaître. Évidemment, item center, ça semble ne pas vouloir assez fonctionner. Alors qu'est-ce qui se passe? Pourquoi mon post n'est pas à côté de mon autre élément? Parce que dans tailwind.config.js, voilà, je connais ce genre d'erreur, il va falloir rajouter le source, sinon les classes ne sont tout simplement pas ajoutées dans le bundle, et donc cette fois on a résolu ce problème. Donc cette header, moi je vais lui mettre un petit thème différent. Donc pour les thèmes Chatsen UI, tu peux aller sur jln.ui.jln.com et tu peux voir qu'ici on va pouvoir explorer des thèmes de la communauté afin de trouver un thème qui te plaît en light mode. Donc par exemple, moi je sais que c'est souvent du bleu et j'aime bien avoir une couleur de card. Comme ça, il y a une sorte d'épaisseur au card qui rend ça beaucoup plus agréable pour mon usage personnel. Donc là, on va aller par star, et là, on a le blue light ou le blue purple dark. Bon, lui, pour un début, il me va très bien. Donc on le sélectionne. Ensuite, pardon, faut pas faire ça. Il faut aller ici dans copy. Et là, bah, moi, je vais copier le root et le dark, comme ceci. Et là, on va dans global.css et on met ça à jour. Alors, on n'a plus les couleurs des charts, mais de toute façon, on n'aura pas de charte nous. Et donc, comme ça, c'est un peu plus joli, comme tu peux le voir. Et donc, ce que moi, je vais faire dans ma header, c'est rajouter ici un BG card, rounded LG, shadow XL, margin top 4 ou margin Y4. Comme ça rajoute un petit peu d'espace. Et donc, évidemment, là, c'est horrible parce qu'on rajoute une bordel, PX2, PY. Peut-être PX3 et PY2 pour que ça paraisse un petit peu propre. Voilà, donc tout simple, on a la petite header avec une petite shadow, c'est la base. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de toute façon de faire le blog en lui-même et pas forcément les styles. Mais j'aime bien avoir des styles de base, sinon j'arrive pas à me visualiser les choses. Alors, comment est-ce qu'on va faire ce blog? Alors, tout ça, on peut fermer, 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 et nous, ce qu'on veut commencer à faire, c'est afficher la liste des posts ici. On va créer un dossier ici qui va s'appeler Content. Dans ce dossier Content, on va avoir des blogs. Moi, personnellement, les blogs, je les nomme 0 ou 001, comme ceci, monblog.mdx. Ensuite, une fois qu'on a monblog.mdx, on va ici rajouter ce qu'on appelle des front meter data. Donc, on va par exemple pouvoir rajouter pour débuter juste un title et une description qui va dire « Je t'explique comment fonctionne mon blog en quelques étapes ». C'est vraiment trop cool la vie. Et ensuite, on va pouvoir mettre une published at, et ici en mettant par exemple 2024-08-19 pour la date d'aujourd'hui. Voici le contenu de mon blog, avec ici un titre 2, avec par exemple « Et comment le faire chez toi ?» Tu peux simplement regarder ma vidéo YouTube, et ici on mettra un composant YouTube. Une fois qu'on a ça, on va en créer un deuxième pour avoir quand même des données. Et donc ici, on va faire par exemple un petit blog que j'ai déjà fait. TypeScript ou JavaScript. Hop, le titre, ça va être TypeScript ou JavaScript. Et là, on va prendre ça, on va faire créer un blog, post sur TypeScript vs JavaScript en format Markdown. Comme ceci, on va laisser l'IA écrire tout ça et au moins on aura un petit exemple de blog. Comme ça, on a deux posts. Et maintenant, dans source et dans lib, je vais créer un fichier qui va s'appeler post. Tu peux l'appeler soit post helper, soit post util. Moi, je vais l'appeler juste post. Et dans ce post, on va avoir la lourde tâche dans ce fichier de lire le post directory. Donc là, ce qu'on va faire ici, qu'on soit clair, c'est venir statiquement, donc de manière statique une fois, récupérer tous les posts dans le dossier content. Pour ça, on va commencer par créer un fichier post directory avec ici path.join avec process.cwd virgule content. Comme ça, ici, on va récupérer le dossier qui contient le contenu. Et ensuite, on va faire export const getPost est égal ici à une méthode qui va venir, on va d'abord lire tous les fichiers comme ceci. Le fs
tu peux l'importer ici, import fs from fs/promises. Ensuite, comme ça, on va pouvoir faire fs.read dir, et ici, on va pouvoir mettre await, et ici E5, avec les Next.js Server Action, ce sera beaucoup plus simple. Ensuite, on va pouvoir récupérer les file names, avec ici file.filter de f qui va sur f.endWithMDX. Comme ça, on récupère que les fichiers qui finissent par MDX, et ici, je vais console.log les file names, comme ceci, ou même return les file names. Pour l'instant, ça va très bien. Donc avec ce code basique, on va supprimer ça dans page. On peut récupérer filename est égal à await de getPost. Et ici, pour l'instant, ce qu'on va faire dans notre div, voilà, c'est exactement ça. On affiche tout simplement les filenames. Et ici, je lui fais remplace with the list using Tailwind. Comme ça, ce sera un peu plus joli. Donc évidemment, il a pris de la cocaïne en dormant. Const filename est égal à await getPost. Et donc, il ne faut pas oublier A5, sinon il n'y a rien qui marche. Et donc, tu peux voir qu'ici, on a bien les noms des fichiers qui sont dans mon dossier. Donc ça, c'est la première étape, c'est d'avoir les noms des fichiers qui sont dans mon dossier. Une fois qu'on a cette méthode getPost, il va falloir aller un peu plus loin. Donc pour ça, déjà, je sais qu'on va avoir besoin de pinstall Zod, qui va être une librairie importante, et Grey Matter. Zod, ça va nous permettre de valider que le contenu ici est correct. Et Grey Matter, ça va nous permettre de séparer le contenu Grey Matter ici du contenu Markdown. Donc ici, on fait pinstall Zod et Grey Matter. Et une fois qu'on a fait ça, on va ici pouvoir venir faire une boucle for await. Donc je ne sais pas si tu connais cette syntaxe, mais tu fais for await const filename of filename, et comme ça ici tu vas voir qu'on peut venir log chacun des filenames et faire quelque chose pour ces trucs là. Donc là tu vois qu'on a les logs qui sont là. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va commencer par récupérer les posts, const post, qui vont être par défaut un tableau vide. Et justement, il va falloir définir qu'est-ce que c'est le type d'un post. Et donc pour ça, moi je vais créer un post schéma qui va contenir ici import z from Zod, et on va faire z.object, et ici on va définir les propriétés qu'on mettra ensuite dans le front matter. Donc pour l'instant, il y a juste title, description et published at. Comme ça, je peux faire title, description et publish. Pas ça, publish at, et ici on peut rajouter coerce pour que le parsing se fasse automatiquement de la date. C'est exactement ce qu'on veut normalement. Une fois qu'on a ça, il va falloir récupérer le fichier. Pour récupérer le fichier, on va commencer par récupérer le full pass. Donc pour ça, on va faire post directory et file name. Comme ça, on aura le pass complet. Et ensuite, on va faire ici le const file content avec fs.readFile de full pass utf8, comme ceci. Alors moi, j'ai mis un tiret dans ma solution, hein. Et comme ça, on va récupérer le contenu, le content du fichier. Et ensuite, on va pouvoir récupérer le front matter, ici avec matter de file content. Et on va pouvoir ici importer, donc si je regarde, c'est matter de Grey Matter. Comme ça, on importe le front matter, et ce qui est intéressant avec ce front matter, c'est qu'on va avoir deux données différentes. Alors là, on va log le front matter, sauvegarder, et tu vois qu'ici, on a exactement le contenu. Donc là, ce qu'on a par exemple ici, c'est le contenu. Bah, ici, nous allons comparer TypeScript, blablabla. Ensuite, on a data avec title, description et publish at. Justement, nous, on veut vérifier que ce data corresponde au schéma qu'on a défini. Donc ici, on va faire save data est égal à postschema.saveParse. Si le save data n'est pas un success, on va faire un console.error, ici error parsing file name, avec ici on peut rajouter save data.error. Normalement issue.map de issue.message, donc comme ça on peut savoir, et on va continuer. Comme ça, ici, on pourra savoir si on a oublié de mettre des données. C'est assez important parce que souvent, tu vas voir, on fait des erreurs avec ça. On va pouvoir définir le type de poste qui va être égal à z.infer et slug qui va être égal à une string. Ça va être le titre du bloc qu'on a juste ici. Et on va ici rajouter le content. Comme ça, là, je vais pouvoir faire post.push avec ici ... savedata.data. Slug, on prend filename.replace de MDX et de string vide, et le content, on met frontmatter.data. De cette manière, normalement, maintenant dans nos posts, si on refresh,
Et si ici je return post, et ben on va voir que ici ça va être la galère parce qu'il va falloir faire filename.slug ou on pourrait faire .title comme ceci. Ici on va faire .slug. Et donc maintenant tu peux voir qu'on a accès au titre. Qu'est-ce qui se passe? C'est que dans la méthode getPost qui est juste ici, alors ici j'ai juste oublié de typer post-array comme ceci, comme ça c'est bon. On vient parser les données qui sont dans le front meter juste ici. On vient vérifier que les données sont justes. Et ensuite, on les ajoute aux données. L'avantage de faire toute mon histoire, c'est que si ici je mets title avec un E en plus, et que ici bah, je refresh ma page, et bah tu peux voir que ça me dit error parsing file 0 mon blog, et là ça dit required. Alors bon, je sais pas si c'est très clair comme ceci, je vais demander à Cursor de faire ça mieux. Fais en sorte que l'erreur de Zod soit plus lisible. Ici on comprend pas. Voilà, donc ici, error parsing file 0 mon blog, title required. Et donc ça peut être un bon exercice. Donc ici, si là je remets title, ça marche. Et là, si je fais SEO optimization title length, donc là, si on regarde, tu vois que ça nous dit between 15 et 16 caractères. De cette manière, tu vois qu'ici, si tu as envie de te forcer à être un bon title en SEO, tu fais min 50 ou 45, comme ça on est un peu large, et maximum 65. Et de cette manière, bah, tu vois que ça va me dire le title doit avoir un minimum de 45 caractères. Et donc là, je peux faire mon blog est en ligne. Voici comment j'ai fait. Et donc là, peut-être que ça sera trop long. Et donc si là, je refresh ma page, ça me dit que mon titre fait 45 caractères. Donc normalement, ça devrait fonctionner. Et donc ici, TypeScript vs JavaScript, lequel choisir pour l'interrogation. Et donc là, tu vois qu'on est à 43 43 caractères. Maintenant, on est juste. Et donc ici, si je refresh, on voit que maintenant, ça fonctionne. Donc voici un des avantages d'utiliser Zod pour faire ça. Ensuite, ce que j'aime bien faire aussi, c'est moi rajouter un published et mettre ici à false. Alors on peut aussi regarder avec cette donnée-là, mais ça me permet d'avoir des posts qui sont en draft. Et donc tu vois que par exemple ici, je peux mettre true et false. Et donc ce que j'aime bien faire ici, c'est que moi, dans le post ici, je viens faire, parce que des fois en fait j'écris des posts et j'ai pas envie qu'ils soient publiés en production et j'ai quand même envie de pouvoir commit mon code. Et donc ici, on peut rajouter published z.boolean, ici point optional .default est égal à false, donc s'il n'est pas là, c'est false. Et ensuite, si c'est pas publish, eh ben, je fais rien. Mais on va que vérifier le publish si process.env.node.env n'est pas égal à développement. Comme ça, en développement, on a accès à tous les blog posts. Donc tu vois que là, si je fais false, eh ben, nous, on va quand même le voir. Ce qui est pratique parce qu'en développement, on a quand même envie de le voir. Et comme ça, quand tu veux le publier, tu passes à true et tu commit et c'est bon. Comme ça, on a ça. On peut aussi, on va que regarder ça. Donc, on a le file name, etc. D'ailleurs, dans le file name, on va faire ça plus tard. Maintenant qu'on a tout ça, on va pouvoir afficher ici, tout simplement, là, je vais lui demander affiche des magnifiques liens. On va faire comme ça. On va installer ici. Tchac. Donc, pnpm DLX chatcn add, on va ajouter le composant card comme ceci, et ensuite ici je vais dire remplace ceci par une card qui contient les informations qui sont dans post, comme ça je sais pas ce qu'il va faire, avec une belle interface qui affiche la date et le lien. Utilise le composant link de Next.js pour rediriger sur /post/slug. Donc là, il nous écrit tout ça, on accepte. Donc là, tu vois qu'il a créé une card et que il a oublié le link, mais on peut laisser ça comme ça, win more. Et donc, quand on refresh, il m'a juste mis un lien dans un lien, ce qui marche pas. Il est toujours pas à jour, ce copilot, ce cursor, c'est pas très grave. Et donc là, on va mettre le read more, comme ceci. Et tu vois que maintenant, on a les posts. Donc le publish on, il est un peu dégueulasse. Je sais pas quelle idée il a eu de faire ça. Mais donc là, on peut rajouter genre un tout petit texte, un petit P avec class name text muted, text XS, avec là le
publish on. Peut-être que le texte muted était trop agressif. Ah oui, text muted foreground, pour avoir les bons styles. Comme ça, on a la petite date, on a le bouton read more pour venir lire la suite du post. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on clique sur read more? Eh bien, on arrive sur post/011/monblog. Donc, on va venir corriger maintenant ceci. On va créer un fichier post/slug/page.tsx. Et dans cette page, on va créer ici une n-page pour avoir une page. Et là, on va pouvoir prendre le slug. Alors, ici, évidemment, j'ai pas les bons types. Mais donc, on rajoute params slug comme ceci. Une fois qu'on a le slug, on va pouvoir créer une méthode qui get les posts. Alors, il n'y a pas besoin de faire beaucoup d'optimisation. Ici, on va créer une méthode getPost, ici avec slug, string. Et là, ce qu'on va faire, c'est récupérer tous les posts, comme ceci, await de getPost. Et là, on va return le post.find qui correspond au bon post. Comme ça, tu vois que c'est simple. Et puis, en fait, tu n'as pas besoin d'optimiser ici, de dire « Ah, mais du coup, à chaque article, on va lire tout ça. » Parce que de toute façon, en production, on va faire ce qu'on appelle du static site generation. Donc là, je vais faire const post est égal à await de getPost de post.param.slug. Et ici, on fait s'il n'y a pas de post, à ce moment-là, on affiche not found. Et donc, ici, on peut sans autre créer un fichier notfound.tsx avec ici une n404 où on va faire une n page comme ceci, mais on peut toujours prendre le params ici, params slug de point string, et puis là, return une div avec affiche une page 404 avec le slug qui n'existe pas. Hop là. Et Tailwind CSS. Voilà, c'est magnifique. Donc comme ça, si je vais sur mon blog qui n'existe pas, normalement, on a une 404. Et donc ici, il n'y a pas de paramètres pour les 404. Donc il faut tout de suite supprimer ça. Et ici, on va faire un texte destructive foreground. Et ici, un texte primary foreground comme ceci. Comme ça, ici, on a la magnifique page 404 qui a décidé quand même de faire des choses étranges, pas très grave. On va enlever les BG Gray, etc. Et on va juste mettre ici un texte primary, encore une fois, pas foreground. Comme ça, ici, 404 page not found. Ici, maintenant qu'on a notre blog, on va pouvoir récupérer le post. Et ici, pouvoir retourner un post. Alors, ce qu'on va faire généralement, voilà, c'est un h1 post.title, mais ce qu'il va nous falloir, c'est Tailwind Prose. Tailwind Prose. Donc ici, Tailwind CSS typographie, et on peut suivre la doc. Donc on va npm install le plugin, avec ici pnpm install-d Tailwind CSS typographie. Et dans le export, ici, on va faire required, donc ici tailwind.config.ts. Ici, on va importer cette ligne ici. Alors là, il y a des petites erreurs. Le meilleur moyen de résoudre ça, c'est ignore tailwind.config.ts. Et comme ça, les erreurs disparaissent. Une fois qu'on a fait ça avec page components app source, on a maintenant la Tailwind Prose. Et donc ici, on va pouvoir rajouter la classe Prose. Et normalement, tu vois que dès qu'on rajoute cette classe Prose, ça met le style correct. Une fois qu'on a ce style avec le H1, on peut évidemment ajouter des breakpoints, comme par défaut c'est en prose SM, et à partir de LG, c'est en prose LG. Voilà, comme ça va très bien. Donc maintenant, mon blog est en signe, voici comment j'ai fait. On a le post, on peut rajouter de la même manière que sur la page, la petite date au-dessus du post. Comme ça, on a la date, et on verra le compteur de vues plus tard. Maintenant, ce qui nous intéresse ici, c'est d'afficher le markdown. Pour afficher le markdown, c'est pas la même histoire. On va devoir installer quelques librairies. Pour ça, on va installer NextMDX Remote. Donc ici, à NextMDX Remote, le problème de cette librairie NextMDX Remote, c'est qu'elle fonctionne très bien, mais tu vois qu'elle est très peu commit. NextMDX Remote Client, par contre, contrairement à NextMDX Remote, bon, elle est très peu commit aussi, mais elle possède à peu près la même API, donc au moins tu peux changer facilement. Et son avantage ici, c'est qu'elle est à jour. Donc c'est-à-dire que elle supporte les versions, les dernières versions de MDX. Et le problème de l'autre librairie, c'est que tu es obligé de garder des vieilles librairies pour que tout fonctionne ensemble.
Donc moi, ça me va très bien cette librairie et je t'invite à faire de même. De toute façon, c'est vraiment la plus simple de tous. Et donc, on va venir faire pnpm install next MDX remote client. Donc ça exporte des subpaths, mais nous, ce qui nous intéresse ici, c'est dans le app router, un exemple avec JavaScript, je fais l'accent suisse, de faire de MDX remote comme ceci. Donc ce qu'on va faire, nous, c'est un petit fichier ici dans source/feature/mdx/mdx remote.tsx ou tout simplement mdx.tsx. Et là, on va faire export const mdx. Donc là, on va prendre un child run. Ce child run, il doit être explicitement de type string. Et là, on va importer mdx remote. Et ensuite, on va return ici un suspense avec un fallback qui va être une div loading, on s'en fout pour l'instant. mdx remote, et donc là, source. Donc là, React Server Component. Source, normalement, on peut mettre le child run. Donc ici, source est égal à child run. Voilà. Et donc, avec ce composant mdx, maintenant qu'on l'a créé avec mdx remote client, je suis capable ici d'afficher mdx et mettre post.content à l'intérieur. Et donc à ce moment-là, eh ben, on peut voir qu'il y a le contenu qui vient d'apparaître. Donc comme tu vois, ça fonctionne très vite. Maintenant qu'on a fait toute cette partie, il y a quelques points que j'ai envie d'aborder. Déjà l'URL, c'est pas très beau d'avoir le 001 dans l'URL et ça va gâcher ton SEO. Plus tes URL sont courtes et efficaces, mieux c'est. Donc ce qu'on va faire ensemble, c'est que dans le post, on va partir sur le principe que on vient ici remplacer ces URL, si besoin, ici avec un petit replace qu'on va faire avant, un de replace. Et ici, on va faire une regex un peu compliquée. Donc, on fait chapeau, comme ceci. Ensuite, entre parenthèses, 0 \d, attention, \d, tiret. Donc, on dit, on récupère tous les digits qui sont avant le premier tiret et on les enlève, comme ceci. Et comme ça, tu vas voir que normalement ici, je vais tomber sur une 404 potentiellement, si le slug est bien remplacé comme je le veux. Donc attends, on va aller sur la home page pour voir. Et donc ça n'a pas du tout fonctionné parce qu'il faut mettre... ah oui, parce que c'est ici, je dis 1, 0 et 1 digit. Merde, je sais plus ce que ça veut dire. Ah voilà, il fallait rajouter un plus avec notre D. Et donc quand on rajoute un "-d plus, et ben tu vois que maintenant l'URL n'est plus là avec mon blog JavaScript ou JavaScript comme ceci. Et on va pouvoir cliquer ici sur Read More et tu vois que maintenant il n'y a plus le 0, 01, etc. Pourquoi est-ce que du coup je mets 01, 02, etc. C'est que ça permet de garder l'ordre. Et en fait à l'époque je ne mettais pas le 01, 02, etc. Et donc je me retrouvais avec mes blocs qui étaient tous séparés, mal placés et c'était pas agréable. Donc voilà, moi je te donne des tips. Comme ça tu les utilises pas, tu fais ce que tu veux. En tout cas, nous on va faire ça. Maintenant qu'on a fait ça, comment est-ce qu'on fait pour avoir un joli blog? Alors déjà, comment est-ce qu'on fait pour rajouter par exemple une magnifique vidéo YouTube? Pour ça, on va aller dans le MDX ici et je vais créer un nouveau fichier qui va s'appeler MDX Components. Je fais un peu tout le temps ça, comme ceci, /tsx. Et là, on va définir des components avec par exemple YouTube, YouTube. Et ici, on va pouvoir définir des composants directs comme ça. Mais pour que ce soit quand même séparé, moi j'aime bien suffixer les composants que je veux utiliser comme MDX avec mdx_youtube.tsx. Là, on va télécharger un package. Alors, je pense que ici, moi, je dois avoir mdx youtube embed. Ok, alors j'avais fait un truc diabolique. On va télécharger ce package next third party comme ceci. Et celui-ci nous permet de faire des magnifiques YouTube embed. Donc là, on va faire ça, export const mdx YouTube. En paramètres, eh ben, on prend tout simplement le ID de YouTube, ID string. Et là, tu vas voir qu'on peut faire un truc pas mal parce qu'on va pouvoir retourner le YouTube embed de vidéo ID. Alors, est-ce que c'est... Non, c'est vidéo ID sans rien. Donc une fois qu'on a fait ça, dans MDX Component, je vais faire YouTube de .mdx YouTube. Et une fois qu'on a fait ça, on peut aller dans ce... Donc là, il faut bien export, par exemple, on va mettre MDX Component en majuscule, hein, pour bien comprendre, tu le sais que c'est une constante. Et dans MDX, ici, je peux passer la props component et passer le MDX Component. Et en fait, là, tu viens définir les composants que tu souhaites injecter. L'avantage, c'est que voici comment j'ai fait. Bon, on va prendre une vidéo au hasard sur ma chaîne YouTube, par exemple la vidéo, je pense, où je dis je refais mon blog de zéro.
Là, tu peux partager et l'ID, c'est ce qui correspond à ce qui est juste ici, donc après le youtube.be. Là, je vais aller dans mon blog et je vais aller là et je vais pouvoir faire YouTube ID est égal à mon ID. Et en faisant ça, eh ben, je peux refresh et là, tu peux voir qu'il y a la vidéo YouTube. Alors là, tu vois qu'elle semble bien parce qu'elle prend toute la place disponible. Et donc comme ça, là, j'ai intégré la vidéo YouTube et là, je peux faire je suis un super texte suivant, point d'exclamation. Et là, si je me trompe pas, il va y avoir un truc un peu moche, c'est que tout va être collé. Ah non, ça, bah la vidéo YouTube rentre parfaitement dans notre application. Pendant que j'y suis, je vais juste aller dans Header et je vais dire ici un petit footer juste parce que sinon, j'arrive pas à voir quand il y a la fin de la page. Et ici, on va demander encore une fois à l'IA, créer un footer pour mon site qui va aller dans layout.tsx et qui ressemble à header.tsx. Comme ceci, on a un petit footer et on va dans le layout et on rajoute le footer juste ici. Comme ça, hop, on a le petit footer et on va lui mettre le style du footer. Ici, un margin top, margin Y 8. Bon, ici, on va mettre un margin bottom, ça m'énerve quand ça veut pas faire ça. Padding bottom 8. Pourquoi il veut pas m'ajouter mon padding bottom? Ça me rend dingue. Parce que ici, ce qu'il va falloir faire, c'est rajouter une petite div à l'intérieur, là. Faire un class name min8full, flexcall. Et ici, on va rajouter pour cet élément-là, class name flex1. Comme ça, il prend toujours le max de place. Et donc, cette fois, on a le résultat attendu. Et normalement, je peux enlever ce padding bottom de 8. Voilà. Et donc là, tu peux voir que ça a le résultat attendu. Ça vient prendre toute la place. Et l'avantage, c'est que s'il n'y a pas assez, donc là, dans la header, on va venir remplacer ça par un link. Je ne sais pas pourquoi j'avais pas fait ça. Href, et on enlève le texte primary, ça sert à rien. Check. Et ici, je vais mettre un petit class name font mono pour la beauté du truc. Hein. Et donc, comme ça, quand on clique ici, tu vois que le footer, il reste toujours en bas. C'est ça l'avantage. Donc, on a notre reader, on a notre footer, avec ici Add 2024 code links, About Contact, ça va très très bien. Et donc, on peut voir que les posts, on peut intégrer n'importe quel composant MDX. Maintenant, ta créativité est ta seule limite avec ces composants MDX. C'est-à-dire que tu peux créer des composants MDX pour à peu près tout ce que tu veux. Imagine-toi qu'on souhaite afficher des petites alertes. Eh bien, on peut aller ici créer un MDX alert.tsx ou une note. On va appeler MDX note. On va faire comp. On va dire comme props ce qu'on a envie d'avoir. C'est tout simplement un child run qui peut être React Node, comme ceci. Et là, on va retourner une alerte. Donc, j'ai pas installé l'alerte. Donc, on va tout de suite le faire. Check. MDX install Chatsen install alert. J'ai pas eu un super succès. Too Fast Properties a eu une petite warning. Ah, c'est bon, ça installe. Ensuite, on va dans Alert. Ici, je peux par exemple afficher une note. J'ai pas aussi d'icônes, donc on va installer Lucid React pour avoir des icônes. Donc ici, une note, on va devoir l'importer pour commencer un note from Lucid React. Avec ici une petite size de 12. Et ici, une alerte. Je crois que je peux juste mettre une div avec ici props.childrun. Si je me trompe pas en faisant ça, si je restart le test serveur, eh ben, je vais pouvoir aller ici dans MDX Component, faire note de .mdx note. Évidemment, apparemment, il n'y a pas de notes qui sont exportées de... On va faire notebook, c'est pas très grave. On veut juste faire une note. Et donc ici, on fait MDX note. Et là, dans MDX Component, je rajoute ma note. Et donc ici, à n'importe quel endroit, je peux rajouter note. Attention à ne pas croire à tout ce que je raconte. Fin de note. Je viens ici et tu vois que là j'ai ce attention à ne pas croire à tout ce que je raconte. Alors là, le petit piège qu'on a, et donc là, il va falloir t'amuser à customiser les styles ou non, c'est qu'on se retrouve avec le même margin que prose, parce que tout est appliqué à prose. Et donc là, celui-ci, il nous embrouille. Donc là, je peux mettre une petite class name MDX Content ou MDX Component Content. Aller ici dans Global et mettre MDX Content qui va sur all last child margin bottom 0px et ici qui va sur all first child qui enlève la margin bottom. Et à ce moment-là, tu vois que c'est beaucoup plus propre.
On peut évidemment aussi rajouter des couleurs différentes. Par exemple, ici, je pourrais mettre class name border blue 500 pour donner un peu un effet note et BG blue 500 divisé par 10 pour donner ces petits effets notes. Donc voilà, à toi d'ajouter les composants que tu veux. Là, je laisse ta créativité au travail. On a encore pas mal d'éléments à faire ensemble et c'est pour ça que je ne peux pas m'attarder sur ces composants custom. Notamment le code. Donc ici, si je dis exemple de code JavaScript, .objs, et ici on va faire const add, ensuite console.log, etc., etc. Donc là on a un magnifique exemple de code JavaScript. Maintenant qu'on a cet exemple de code JavaScript, je peux aller ici, refresh, et on a ce code. Comment est-ce qu'on fait pour ajouter du syntaxe highlighting? Pour ajouter du syntaxe highlighting, il va falloir qu'on s'amuse à ajouter des plugins. Et ça tombe bien parce que les plugins, c'est une sacrée histoire d'amour entre moi et les plugins. Je rigole, c'est assez l'embrouille. mdxplugin.ts. On rajoute un mdx plugin comme ceci. Et en fait, on va pouvoir ajouter un plugin, notamment le plugin Shiki. Alors, le plugin Shiki, c'est un plugin Rehype. Donc on va ici faire un export const Rehype plugin est égal à un tableau. Et là, tu peux rajouter satisfy plugable list. Et d'où vient mon plugable list? Tu peux l'importer de Unify. P install-dev, parce qu'on ne va pas l'utiliser à part en type, donc tu peux l'installer en dev only, ça va très bien. Plugable list. Et tu peux importer plugable list from Unify. Maintenant, on va importer Shiki. Alors, Shiki, ça ressemble à ça s'écrit shiki.style. Et on va pouvoir aller dans Get Started, et là on va pouvoir choisir Rehype. Et on va installer ce plugin pm-install-d, pnpm install-d Shiki Rehype. Donc là on va pouvoir faire import de Rehype Shiki from Rehype Shiki, et on va pouvoir intégrer ce plugin juste ici. Donc ça normalement c'est la base. Ah non, il va falloir configurer ce plugin. Donc là, déjà, il me fait chier, parce que c'est pas ça qu'il faut écrire, mais ça. Et ensuite, il va falloir configurer ce plugin. Pour ça, on peut faire const Shiki plugin est égal à un tableau, avec ici, on écrit Rehype Shiki, et après, on peut configurer les thèmes. Donc ici, on va faire thème light GitHub. On va juste faire un seul thème, et je te laisse regarder leur doc pour ajouter plusieurs thèmes, ça va très bien. Donc ici, je rajoute ça. Donc le Shiki plugin, putain, décidément, il veut pas s'importer ce plugin. Hop là, parce que je l'utilise pas assez bien. Et là, on met ça là-dedans. Et là, pour arrêter de faire chier le monde, on rajoute ça. Et boum là, le Rehype plugin est ready. Maintenant qu'on a ce Rehype plugin, tu vas pouvoir aller dans le MDX Remote, donc MDX juste ici, et on va venir rajouter option, un objet qui contient MDX option qui contient Rehype plugin. Rehype plugin, on importe ce plugin là. En sauvegardant ceci et en refreshant, on a une erreur. On a une grosse erreur dans la face. Qu'est-ce qui se passe? Ah, j'avais pas écrit un thème j'avais écrit thème avec un S. Faut enlever le S et donc à ce moment-là, tu vois qu'on a un résultat. Si tu veux customiser le thème, tu vois qu'il y a déjà dual thème, tu peux rajouter ça comme ça, et ensuite il faudra rajouter query based dark mode. Donc nous on a dit on rajoute pas de dark mode, donc on va pas s'embrouiller. Et sinon pour les thèmes, ici on peut regarder lesquels sont disponibles, donc on pourrait très bien mettre GitHub Dark si on veut un style un peu plus fancy pour notre page et qu'on imagine avoir un light mode avec un GitHub Dark. Donc ça on a réussi à faire ça, c'est la première étape. Maintenant, il y a pas mal de fonctionnalités que j'ai envie de te partager pour venir rendre ton code encore plus sexy. Donc, si on s'intéresse à Shiki Plugin, on peut voir que dans le Get Started juste ici, il va y avoir un Common Transformers. Et dans Common Transformer, on va pouvoir intégrer des Transformers pour, par exemple, venir faire en sorte d'afficher des lignes comme ça, rouges ou vertes. Je suis sûr que ça en intéresse quelques-uns d'entre vous. Donc, on va par exemple que faire celui-là, qui pour l'instant suffit largement. Donc pour ça, il va falloir installer Shiki Transformers comme ceci.
en faisant ici pinstall de Shiki Transformers. Une fois qu'on a ce Shiki Transformers, nous, ce que je te propose d'ajouter, c'est le highlight. C'est le plus simple à rajouter, donc comme ça, on est bon. Et donc, pour ajouter le highlight, on vient ici l'importer dans notre application. Donc là, on va dans MDX Plugin. On vient importer le Transform Highlight Meta Highlight. C'est ça ou pas? Transform Notation Highlight. Transform Notation Highlight. On vient le rajouter ici dans Transformers Transform Notation Highlight. Et à ce moment-là, on peut rajouter un commentaire code highlight pour venir highlight une ligne. Par exemple, ici, je peux highlight la 3e ligne. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va highlight la 3e ligne et tu peux voir qu'il y a une différence qui s'est passée parce que maintenant, cette ligne juste ici, normalement, il n'y a pas le code highlight. Si tout marche bien, il ne devrait pas y avoir le code highlight parce que j'ai oublié d'appeler ma méthode. Et donc là, si je refresh, tu vois que maintenant, il n'y a plus le code highlight et qu'on se retrouve ici avec une ligne qui est marquée en highlighted comme ceci. Et donc là, ce que je te propose de faire, c'est tout simplement de venir regarder le code que eux, ils ont fait. Et donc là, tu vois qu'il y a la ligne qui est highlight et que quand c'est highlight, il applique tous ces styles-là. Alors, moi, ce que je te propose, c'est de venir faire rules, ça va tout copier. Et là, on va aller dans global.css et rajouter .prose code. Donc ici, highlight. Si c'est highlight, on rajoute un background color qui va être var. Ici, on peut tout simplement mettre 000020 pour mettre un petit background black, si ça existe. Et donc là, tu vois que maintenant, il y a ce background color. Alors, ce que j'aime bien faire, moi, c'est le border left. Ici, on va faire HSL de var de primary. Donc ici, 2px, solid, primary, comme ceci. Et comme ça, normalement... ah non, primary, HSL de primary... Tchuk. Normalement, ça devrait fonctionner. Donc, on peut venir analyser la ligne qui se situe juste ici. On peut voir que elle est peut-être un peu trop grande. Je sais pas pourquoi il y a plus 48 pixels. Est-ce que c'est utile? Donc, moi, j'ai fait ça dans mon code, dans ma code base. On va mettre ça là. On va voir si ça fonctionne. Voilà. Donc, ça va très bien. Ça rajoute un petit background et on peut voir comme ça que c'est highlight. Donc, ça, c'est les petits bonus de Shiki. Maintenant, comment est-ce qu'on fait si on veut rajouter une sorte, comme moi j'ai fait, avec une sorte de terminal, on veut rajouter style terminal pour le code. Enfin, le style fenêtre macOS. Pour ça, on va créer un composant qui va s'appeler MDXPray, comme ceci. Et dans ce MDXPray, on va venir prendre ici childrun, et non, on va faire un composant comme ceci, MDXPray. Lui, il va prendre childrun, qui sera de type... non, hop là, ici on va faire component props without ref, ici de près, et ici on pourra rajouter d'autres props. Ensuite là on a les props, et donc là en fait on va pouvoir retourner, tchac, div class name bgred 500 padding 4, pour l'instant on va juste mettre ça. À l'intérieur on va faire un prêt, et donc là il va juste falloir faire très attention à la vie, c'est que il faut rajouter ce prêt des class names suivantes. Donc on va rajouter cn de relative overflow auto lg text base. Ensuite, on va rajouter un style avec margin top 0, margin bottom 0. Et on va mettre toutes les props qu'on n'aura pas détruites ici. Check. Là, on va faire margin bottom. Et là, on va mettre toutes les props comme ceci. Et finalement, on va ici passer aussi le childrun. Donc là, on met childrun. Et là, on va mettre childrun. Évidemment, celui-là, il doit être à la fin. Autant pour moi. Hop. Et donc là, on a ceci. Une fois qu'on a ce MDXPray, on peut aller dans MDX Component et faire prêt de .mdxPray. À ce moment-là, en fait, on est en train de dire à notre truc que pour faire un prêt, un PRE, un prêt, une balise comme ceci, il utilise notre composant. Maintenant qu'on a fait ça, il va falloir faire plusieurs éléments. Déjà, dans notre MDXPray, il va falloir mettre ici une margin bottom de 4. Et donc, nous, ce qu'on va faire ici, c'est plutôt un BG accent avec ici uniquement un padding top de 4.
Non, on va pas mettre de padding top. On va mettre ici une sorte de div qui va contenir, et là, je vais faire imitate macOS window with the 3 dots in the corner using Tailwind CSS. Ça, j'ai un peu la flemme de faire ces 3 petits points. Voilà. Comme ça, c'est parfait. Et celui-là, on va mettre class name PY, PX4, PY2, comme ceci. Et donc là, tu vois qu'on a notre petit style qu'on peut reconnaître. Alors, margin bottom 4, ça, on enlève. Ah oui, margin bottom 4, on garde. Pardon. Et on fait rounded top LG, comme ceci. Comme ça va garder une sorte de cohérence. Alors, je ne sais pas pourquoi il m'a mis une 8 de fou furieux. Ah, c'est à cause de lui. Donc ici, margin top 0. Normalement, je m'étais assuré de ne pas avoir de margin top. Margin top 0. Je ne sais pas si je vais réussir à l'obliger malgré tout. Ah, c'est parce qu'il faut que je sorte les class names ici et que je les intègre ici. Voilà, ça a fonctionné beaucoup mieux. Voilà, et là on a enlevé les margin top. Et donc là, évidemment, on peut rendre ça beaucoup plus petit et mignon. Size 2. Ici, on pourrait mettre une autre couleur, mais on va laisser ça. Et là, padding X2, padding Y1. Et comme ça, tu vois qu'on se retrouve avec... Ah, c'est pas très beau. Finalement, 3, c'était mieux. Ah, mais là, ici, il y a trop. Space. Padding 2, ça, on enlève. Space 1.5, ça ira beaucoup mieux. Et comme ça, ici, peut-être qu'il y a 2.5. Parce qu'il m'a l'air quand même grand. Ouais, on va mettre 2.5. Ça va être mieux. Et ici, padding X et padding Y 1,5. Ça va, je pense aussi, être un peu mieux. Et comme ça, tu vois qu'on peut avoir cet effet que tu pourrais peut-être vouloir avoir. Comme ça c'est fait. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour afficher le langage? Eh bien, avec Shiki, c'est très compliqué. Et donc, il va falloir faire de la sacrée manigance. Alors là, je te laisserai regarder le code que je mettrai en description. Mais moi, j'ai ajouté tout un code comme ça. J'ai créé mon propre plugin. Transform metadata language class name avec une méthode ici getFileName. Et donc en fait ici, en venant analyser les métadatas et en ayant le Shiki Transformer, donc ici il faut juste ajouter Shiki Transformers et ici il faut installer pinstall-d Shiki Core. En fait ici j'ai créé mon propre plugin. Alors, oui, j'ai pété les plombs, mais j'ai créé. Est-ce que ça s'installe? Ah non, juste Shiki, ça va très bien. Pas besoin de Shiki / core, ça suffit. Et donc, restart test server, j'ai créé mon propre plugin qui vient analyser les métadatas pour me récupérer et injecter des props filename-filename. Et en fait, ça ajoute des class names. Ah non, ça ajoute data language. Et ça ajoute aussi une classe. Alors, on va rajouter ça et tu vas voir ce qui se passe. C'est que maintenant, si on va dans MDXPray, on va pouvoir récupérer des props avec data file name et data language. Et si on regarde et qu'on fait console.log de props, eh ben on devrait se rendre compte que si j'ai réussi mon coup et que tout fonctionne du premier coup de manière très magique, alors malheureusement, on va pas le voir ici parce qu'on est en serveur, mais tu vois qu'ici, il y a Data Language JS. Et donc, ça veut dire qu'il y a bien le langage qui est affiché ici. Et donc, une fois que tu as le langage, eh ben, tu pourrais sans autre rajouter ici un petit code avec ici props de Data Language. Évidemment, s'il est défini un props de Data Language, est-ce qu'il est défini? Si oui, on l'affiche. Sinon, on l'affiche pas. Et donc là, normalement, il y a le petit JS qui apparaît. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est rajouter flex item center gap 2. Et puis là, je vais rajouter une div margin left auto pour venir déplacer tout à droite. Et comme ça, ici, tu vois que maintenant, on a le petit langage pour nous dire que c'est du JS. On pourrait aussi afficher le file name. Donc si ici, je fais mylefile.js, tu vas pouvoir voir que quand je refresh ici, on se retrouve avec data file name mylefile.js. Et donc là, on peut faire la même chose et récupérer le file name.
Donc je t'invite à copier ça, ça m'a pris sûrement 5 heures de faire ce bout de code. Donc aime-le et analyse-le autant que moi parce que ce sera très intéressant. Donc là, on a pu customiser les blocs, donc j'ai pas fait ça joli, hein, je te laisse le plaisir de le faire. Oublie pas d'ajouter le margin bottom. Et on a pu ajouter des composants custom MDX comme on l'a fait ici. Donc voilà, j'ai fait la promesse, Shiki c'est bon, etc. Seule promesse qui manque, c'est le comptage du nombre de vues. Et donc pour le comptage du nombre de vues et le déploiement de l'application qu'on va faire ensemble. On va d'abord ajouter le comptage du nombre de vues. Ce qui est intéressant à faire pour le comptage du nombre de vues, c'est d'aller dans notre petite page juste ici et de venir créer un compte sur upstash.com, qui ne sponsorise pas ma chaîne, mais s'il vous plaît, faites-le. Sur upstash.com, juste ici, on va pouvoir se connecter avec GitHub. Et en se connectant avec GitHub, on va pouvoir créer une database. Donc ici, tu vois que tout est gratuit. Et donc moi ici, je vais créer une database qui va s'appeler toDelete blog vidéo. Primary région, tu vas choisir la même que sur Vercel. Donc moi, je vais choisir Francfort, Germany. Et read région, je vais choisir Irlande, ça va très bien. Ensuite, on fait Next. Là, tu peux faire le Pay as you go. Donc en clair, c'est gratuit, à part si tu as beaucoup de visiteurs. Et ici, dans Max Budget, je t'aurais dit de mettre 20. Une fois que tu as fait ça, ici, tu peux aller installer la librairie Upstash Redis. Donc on va venir ici faire p-install Upstash Redis. Et ensuite, on va créer un fichier dans lib, juste ici, qui va s'appeler redis.ts. Ce redis.ts, il va contenir à peu près ça, sauf que nous, le token, ici, on va le mettre dans un fichier qui s'appelle .env, qui n'est pas ici, mais plutôt là, .env, .local, et là, on va faire redis token. Et donc là, tu peux sans autre récupérer le token qui est juste ici, chic. Redis token est égal à machin chose. Et là, on va faire process.env.upstash redis token. Le nom va très bien, donc on va mettre ça ici. Et on va faire export const redis est égal à new redis comme on l'a fait juste ici. Une fois qu'on a ceci, on va créer un fichier ici qui va s'appeler view.action.ts. Il va nous permettre d'incrémenter les vues. Voilà, donc ça va très bien, c'est REST API, c'est très juste. Et donc ici, view.ts, view.action.ts, on va faire export const increments views a5 slug string. Comme ça, on récupère le slug et on va incrémenter les vues. Alors, premièrement, on va récupérer les cookies, comme ceci. Et ensuite, on va faire current post cookie. Et comme ça, on va venir récupérer un cookie qui s'appelle postview.slug comme ceci et on va faire .value. Et comme ça on peut faire if current post cookie et si le cookie a été créé current post cookie date, hein, ça c'est une date, merde. Donc on va stocker une date après, tu verras. Donc si le cookie a comme date, en fait si le cookie existe, juste déjà s'il existe, on va return await redis. Et donc là, on va faire une key. Const key est égal à postView de slug. Et donc, on va faire redis.get de key. Donc ça, au moins, on dit, bah, s'il y a un cookie qui a déjà été défini, ça veut dire que l'utilisateur a déjà été compté. Ensuite, on va faire new view count est égal à redis.incrément. Donc là, on va incrémenter la valeur de ce count. Et ensuite, on va faire cookielist.set postView new view count. Et là, on va faire 60 x 60 x 12 pour dire 24 heures. Donc ici, on fait cookielist.set. Et donc là, on va faire une new date.toIsoString comme ceci. Et comme paramètre, on peut mettre ceci. Comme ça, on vient ajouter le cookie et on vient return new view count. De cette manière, on peut ensuite ajouter un viewCount.tsx. Ici, on va l'appeler on va le faire en export const viewCount. Alors, comment est-ce que j'ai fait moi dans mon histoire ici viewCount, voilà, c'est un useClient. Moi, je l'ai fait en useClient. Comme ça, il s'exécute après. Mais c'est même pas obligatoire, je suis en train de réfléchir que... ah oui, c'est obligatoire parce qu'on peut pas set
Donc de base, j'avais pas fait ça, mais on peut pas set des cookies dans un server component. Donc on est obligé de créer un client component qui appelle une server action. Comme ça ici, je vais faire view count. Et donc là, on peut installer SWR. Moi, j'ai installé React Query dans mon projet, mais ce sera plus simple avec SWR juste ici. Et du coup, ici, on va faire use SWR. Ici, on va faire import use SWR. Oh, mais c'est chiant ça, restart tes serveurs encore. Parce qu'il n'arrive jamais à capter les mises à jour qui se passent dans l'univers. Donc, ici, use SWR, j'arrive jamais à l'importer. Vercel, vous faites chier, c'est pas possible. Pourquoi ils ont fait un import défaut? Il y a personne qui fait des imports défauts à part eux. Use SWR, ici, on va mettre slash viewcounts slash slug. Slug, ça va venir des props. Slug string. Et ici, on va faire A5 d'une méthode qui va sur await increment views de slug. Et ensuite, ici, on va faire if viewCount.data, et ben on return nul. Et sinon, on return ici une span avec les vues. Pour l'instant, on va laisser ça comme ça. Et donc là, ce qui est très important, c'est d'aller dans page et d'afficher ce view count, par exemple, à côté de la date. Donc pour ça, je vais afficher une div avec flex, items not justify between, non, pas de justify between, gap 2. Et ici, on va faire view count comme ceci. Et évidemment, on va lui passer le slugs avec props.param.slug. Comme ça, normalement, tu peux voir que dans mon blog, donc là on a quitté la vie, vous importez un client component alors qu'on est en serveur, et etc. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai oublié ici use server, très important. Donc une fois qu'on a ce use server, ça va refresh, et là tu peux voir que on va avoir ici peut-être une donnée ou pas. Donc ici on peut voir dans Node, est-ce qu'il y a eu une erreur? Ici je peux faire view de .new view count. Et comme ça, là, je peux faire point data, point... Ah, mais je return pas. Bah oui, il faut return, mais je suis trop con. Point data, point views. C'est bizarre qu'il type pas zone histoire automatiquement. Ah oui, mais là, je suis pas bon. On va faire view de point number. Et donc là, on va faire check view number de ça. Et ici, on va faire view number de new view count. Et ici, évidemment, on va dire que c'est une promise. Comme ça, on est à peu près bon. Et dans le view count, je peux faire viewData.view. On va faire views au pluriel, c'est quand même plus juste. Si je mets views au pluriel aussi, on aura du views au pluriel de partout. Et ici, je peux faire views vue. Et tu vois que maintenant, on a une vue. Le truc, c'est que du coup, si ici on va dans Network, non, si on va dans Application, et qu'on va dans les cookies, et qu'on cherche le post view qui correspond à ce post qui est actuellement ouvert, donc ici, on a le post view ici de check, c'est quoi comme valeur? Post view mon blog, voilà, donc si je supprime ce cookie et que je refresh, normalement, on va monter à 3 vues. Et donc si je refresh ici, après, on reste à 3 vues. Donc 3 vues parce que ça a dû compter la première fois quand je suis venu, malgré que ça n'a pas marché. Et donc ici, tu peux voir qu'il y a le compteur de vues. Si je prends cette page-là et qu'il y a quelqu'un qui l'installe, et ben, il peut voir aussi. Tu pourrais afficher d'autres limitations avec l'IP. Tu pourrais stocker l'IP en hachant l'IP pour être RGPD friendly. Et venir faire en sorte qu'un utilisateur puisse pas, la même IP puisse pas apporter 10 000 vues, ce serait cheaté. Parce que là, n'importe qui peut évidemment hack en supprimant les cookies chaque fois. Donc comme ça, on a le compteur de vues, et maintenant qu'on a fait tout ça, on n'a plus d'erreur dans notre projet, et c'est le moment de faire add blog et de déployer notre application. Pour ça, on va faire GitHub repo create. Si tu n'as pas de CLI GitHub, tu peux faire brew install GitHub ou la même chose sur Windows ou le créer sur GitHub. Ici, je vais faire point. Ici, je vais faire clone, melvinx, description, on s'en fout. Public, oui. Et on va faire oui, oui, oui. Et comme ça, normalement, on va commit l'intégralité de notre projet sur GitHub. Une fois que c'est fait, on va aller sur Vercel et on va faire add new comme ceci. Si tu n'utilises pas Vercel, tu peux évidemment utiliser l'alternative que tu préfères. On a le codelynx block clone et je vais cliquer sur import. Ici, je vais l'appeler codelynx YouTube. Ça va aller très bien.
Et là, dans environnement variable, eh ben, il va juste falloir rajouter notre upstash redis token. Sinon, ça va pas fonctionner. Ensuite, on clique sur deploy. Et maintenant, on prie. Parce que souvent, ça deploy pas du premier coup. En parallèle, tu peux faire pbuild pour voir si tu vas avoir des erreurs, puisque s'il y a une erreur lorsque tu essaies de faire pbuild en local, normalement 99% du temps, il y aura une erreur en production. Donc comme ça, on est sûr, et donc si ici tu n'as pas d'erreur, 50% du temps, tu n'en auras pas en production. Donc l'un va pas avec l'autre, comme tu l'as vu juste ici. Donc, peut-être que lui, il a déjà terminé, hein. Donc là, tchac, j'extende un petit peu de temps, de vie. Donc moi, ça a fonctionné, donc ça va sûrement fonctionner ici aussi. On va voir s'il est heureux ou pas. Normalement, ça va aller assez vite. Donc on a ajouté notre blog, on a toutes les librairies, on a tout le TypeScript qui est setupé, etc. On est pas mal. Et putain, avant de terminer cette vidéo, il faudrait que je rajoute un dernier truc. Les Generation Doji Image que je vais te teaser au début de la vidéo et donc faudra que j'en parle. Donc là tu vois que ça fait ça, là ça déploie les outputs, normalement ça prend environ 2 secondes et donc d'ici 1 à 2 secondes on devrait avoir l'application qui est déployée et qui fonctionne normalement. Donc voilà, hop, et donc ici on clique là-dessus et là tu peux voir qu'il n'y a qu'un seul post. Pourquoi? Parce que le deuxième, tu te rappelles, on l'avait mis en published false. Et donc en production, il est évidemment pas affiché. Là, dans le read more, tu peux voir qu'ici, il y a le loading. Comme on a juste ici, il y a les vues qui se sont mis à jour. Et là, juste que ça me semble charger un peu longtemps. Ah, ça fonctionne. Alors, je ne sais pas pourquoi ça charge aussi longtemps. Principalement parce que je pense qu'il n'a pas, à cause de ce MDX Remote, en fait, la page ne se met pas forcément en static site generation. Donc, pour être sûr d'optimiser à fond ton application, eh ben, il faut aller dans post/page et ajouter un for static. Et donc ici, on va ajouter le for static pour être sûr. Ensuite, on va aussi ajouter generate metadata qui retourne une promise de metadata et ici qui va être asynchrone et qui va prendre à peu près les mêmes params avec ici props qui est de points. Tchac, est-ce qu'il va réussir? Voilà. Et donc là, on va pouvoir récupérer l'histoire. Donc ici, il décide de me faire chier. Qu'est-ce que tu me dis? Donc ici, s'il y a une erreur, on return title 404 not found, avec ici description page not found. Et pourquoi est-ce que ça suffit pas? Metadata, normalement, tu ne demandes rien de plus. Satisfy metadata. Ah non, mais je suis con, je suis con. C'est pas ici qu'il faut mettre ça, c'est ici. Voilà. Comme ça, on return les metadata, ça on peut supprimer, et ici tu pourrais évidemment rajouter beaucoup plus de metadata, hein. Si je te montre ce que c'est un bon SEO, en tout cas qui respecte un peu, ça c'est ma plateforme, donc il y a le title, il y a la description, il y a le open graph avec le type, l'URL, les catégories, l'auteur, les keywords tu peux les mettre dans les méta, hein. Donc si je regarde hier 2022, tu peux voir que ici j'ai mis des keywords. Il y a le Twitter avec le summary large image et il y a le alternate. Ici, ça c'est concernant les langues que j'ai ajoutées. Donc ça, faites attention. Donc, ajoutez vos métadatas ici que tu veux, ça c'est bon. Maintenant, on peut ajouter une open graph image.tsx. Et donc ça, c'est vraiment juste la cerise sur le gâteau pour faire des images génératives automatiquement. Donc là, si moi je vais ici, on peut voir que j'ai une open graph image qui est affichée comme ceci. Donc, en clair, l'open graph image, qu'est-ce qu'elle possède? Tchac, je vais me foutre ça là. Ça va être une fonction qui exporte OGImage comme ceci et qui va pouvoir avoir toujours les mêmes params. Donc ici params avec ici params de slug string. Dans ces params, on va pouvoir récupérer le post. Alors attention, ne me demande pas pourquoi l'univers n'est pas avec moi, n'est pas toujours avec moi. Voilà, je dois te le dire. Et donc ici, on va créer une API route, API/post/slug/route/ts, route.ts, qui nous permet juste de télécharger un post. Donc c'est assez con, API/post/route, mais en clair, c'est juste une méthode qui fait getPost et qui retourne le JSON de ce post. Pourquoi? Parce que OpenGraphImage, il ne veut pas faire de l'asynchrone, il ne veut pas attaquer Prisma ou il ne veut pas faire du readFile. Le readFile ne marchait pas chez moi. Et donc pour résoudre ce problème, je suis passé par là.
J'ai sûrement trouvé cette réponse sur Stack Overflow. Donc ici, tu crées un fichier root qui récupère le slug, qui récupère le post et qui retourne le post. S'il n'existe pas, ça retournera nul, on s'en fout total. Ensuite, ici, on va faire await fetch. Et donc là, attention, il faut faire une URL complète. Donc ici, en gros, ce qu'il faut faire, c'est process.env.next.vercel URL. J'imagine que ça s'appelle comme ça. Vercel environment variable. Et donc ici, système environnement variable. Donc il y a Vercel, il y a Vercel env, il y a Vercel URL. Voilà, Vercel URL, c'est très très bien. Donc, soit on met Vercel URL, soit si elle n'existe pas, on met http://localhost 3000. Comme ça fonctionne en local et en dev. Ensuite, on fait .den res qui va sur res.json. Et le résultat de tout ça, on va partir sur le principe que c'est un post. Post même qui vient de cet endroit. Comme ça, on l'exporte et on importe le post. Une fois qu'on a le post, on peut faire return new image response. Donc évidemment ici, il décide de ne pas me l'afficher, mais c'est image response de OG, image response. Et ici, on va pouvoir mettre du contenu. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé sur Magic Gride Pattern Generator, voilà. Donc ici, j'ai généré une grade en 16 neuvième. Donc là, tu peux générer ton image. Donc ce site-là, c'est magicpattern.design/to/grade background pattern generator. Une fois qu'on a cette image, on peut la prendre et la mettre ici dans public. Donc il n'y a même pas de dossier public, c'est pas très grave, on la met n'importe où. Ici, on crée un dossier public et on met cette image dans le dossier public que j'ai perdu. Public. Et moi, je vais l'appeler OG. Ensuite, dans Open Graph Image, on peut return ici une div. Et là, afficher des styles. Donc là, c'est super chiant. Je t'invite à aller dans la description et de prendre les mêmes styles que moi, parce que c'est d'un ennui mortel d'ajouter ces styles. Donc là, on ajoute ça en position relative. Bon, font family pour l'instant, on va pas s'amuser à faire ça ensemble. C'est chiant comme la mort aussi. Ici, on va remplacer cette URL ici. Donc là, j'ai fait n'importe quoi. Const URL, on met ça là. Ensuite, on passe l'URL ici et on fait plus /API/post. Et le root, il n'y en a pas besoin. Comme ça, on fait ça là. Et là, tu peux faire replace with template string. Comme ça, normalement, on a le URL machin chose. Et là, on peut faire la même chose. URL/og.png. Donc ça va pointer sur public/og. Et là, Tailwind, c'est un truc que tu peux désactiver, c'est tout simplement Tailwind. Tailwind fonctionne avec cet outil-là. Et ensuite, bah moi j'ai rajouté une petite div, encore une fois avec des classes, cette fois Tailwind, j'ai eu la flemme, avec ici flex, flexcall, etc. Et puis là, bah, j'ai rajouté, franchement, je ne pourrais pas le refaire, parce que c'est tellement chiant à faire que voilà, mais là en clair, j'ai rajouté ça, j'ai rajouté le post.date, et donc ici évidemment, on va pas faire ça, mais on va faire post new date de post.publish@toLocal. Et donc, bah ici, j'ai rajouté des styles. Je t'invite à aller dans le repo dans la description et t'en inspirer si t'as envie de t'en inspirer, ne pas t'en inspirer si t'as pas envie de t'en inspirer. Franchement, moi personnellement, j'ai fait ça, c'est mes styles, et tu peux écrire un peu ce que tu veux, mais je t'ai donné les points les plus bloquants, on va dire. Ici, pour tester si ça fonctionne, on va aller en dev. Voilà, on va lancer le serveur de dev parce que je pense que je l'ai coupé. Donc, on lance le serveur de dev, on refresh cette magnifique page et on va aller dans Elements ici. Dans Elements, quand tu ajoutes Open Graph Image, par défaut, Next.js est sympa parce qu'il va t'ajouter le lien automatiquement. Donc pour ça, tu viens là et tu cherches OG Image et là, tu vas voir l'URL. Tu peux ensuite taper sur cette URL-là pour voir si ça fonctionne. Et tu vois que moi ça fonctionne, ça m'affiche code Lynx, la date, mon blog est en ligne, voici comment j'ai fait, ça affiche le titre. Et voilà, donc moi ce que j'ai fait personnellement dans ma solution, donc sur mon blog à moi, c'est qu'à la fin j'ai même rajouté le petit icône de moi. Et donc ici, moi j'ai rajouté, hop là, l'icône de moi-même.
Et donc, pour ajouter l'icône de moi-même, on peut aller sur melvinx.com, faire cette image-là, copier image adresse, la foutre juste ici, et enlever ce spake grotesque, on s'en fout, et laisser le Tailwind 4. Et comme ça, maintenant, normalement, on devrait avoir ma tête. Et comme ça, il y a ton petit hauteur, il y a le petit background qui est joli, etc. etc. Donc ça, c'est du pur, comment dire, HTML, CSS, tout ce que tu veux. Il y a quand même quelques trucs à rajouter, c'est notamment les exports tout en haut. Donc ici, il faut faire export const alt est égal ici, par exemple, à codelynx post image preview. Export const dies est égal à width 1208 630, qui sont les tailles conseillées par Vercel. Export const content type est égal à image/png. Et ce dies, tu peux l'utiliser comme second argument, juste ici, deux points, dies. Je crois que c'est ça. Bon, alors de toute évidence, c'est pas ça. Je me suis trompé. Donc ici, on va enlever cette virgule-là. Ah, on va enlever ça et on va le mettre ici. Donc, pardon, ici, on rajoute la dies. Et de cette manière, normalement, il devrait cette fois faire la bonne taille. Bon, c'est déjà la bonne taille. Mais comme ça, tu as ajouté le OG image. Tu peux faire la même chose et copier ce fichier pour rajouter le Twitter image. Si tu veux être optimisé et pas avoir un code qui se duplique, je t'invite fortement à refactor ça dans un composant. Spoiler alert, comment ça se passe? Je vais quand même te le faire, comme ça je suis sympa. ogimage.tsx, components, ce ogimage il retourne ça, mais là il n'a pas post, donc tu fais post de .post. Et ici, tu peux aussi lui passer l'URL dans le doute, au moins il a l'URL. Et comme ça, ici, il prend post URL. Et donc, il désactive encore une fois cette règle de Tailwind à la con. Et s'il a besoin d'URL, il l'affiche. Bon, en l'occurrence, il semble être gentil. Ah voilà, il faut juste remplacer URL par URL minuscule. Je ne sais pas s'il y a d'autres URL. Il n'y en a pas d'autres. Donc comme ça, on ajoute le OG image. Et là, tu peux refactor ça par OG image. Donc ici, on rajoute le post, l'URL. Ah merde, OG image page. Comme ça, c'est bon. On rajoute ça, OG image de OG image. Et on va dans Twitter. On fait la même chose. Hop. Et là, on refresh juste avec Twitter image page. Et on importe OG image. Et comme ça, on a les OG image. Maintenant qu'on a fait ça en commit, on fait add OG image. On fait sync changes, comme ceci. Et on va voir que normalement, sur Vercel, qu'on a juste ici, wow, 2 fois more CPU and faster build. C'est joli l'animation qu'ils ont fait. Voilà ce qu'il faut qu'on fasse dans les applications. C'est joli, j'aime beaucoup. Mais j'ai déjà un compte en pro. C'est juste que là, je suis ce petit projet pour YouTube. Donc là, ça va durer un peu plus longtemps le build, comme il nous dit l'ami. Mais une fois que ce sera fait, on pourra voir qu'on peut partager les OG images. Comment est-ce qu'on peut voir qu'on peut partager des OG images? Donc pour ça, je vais ouvrir Discord. Je vais désactiver mon bloqueur de Discord. Et puis, je vais partager mon super nouveau blog de la mort qui tue avec mes amis, comme tu pourrais le faire, ou sur Twitter, ou sur tous les réseaux que tu veux. Et normalement, si on a bien fait notre histoire, donc ça devrait bientôt être terminé, et par exemple, si ici je viens contacter une personne comme Isaac ici présent, que j'ai clean le chat, et je peux venir ici dans codelinksyoutube.vercel.app, venir là dans read more, copier cette URL, la coller juste ici, et si ça fonctionne pas toujours, et on devrait voir l'OG image. Donc on va tester quand même. On va tester ici, tu fais analyser, et ici tu vas dans OG image, et des fois ça ne peut pas marcher en prod. Donc là tu vois qu'en l'occurrence ça marche pas en prod, donc je ne vais pas pouvoir partir manger en paix si ça ne marche pas. Donc dans les logs, tu vas pouvoir voir failed to parse URL, c'est que j'ai oublié le HTTPS. Hihihi. Donc là dans URL, il faut venir rajouter https plus. Donc ici on va juste replace with template string. Alors, on va plutôt faire ça. Est-ce que on est sur Vercel? Si on est sur Vercel, on affiche https process.env.vercel URL comme ceci.
Et si on n'est pas sur Vercel, on affiche sur localhost. Donc, est-ce que j'ai fait juste? Non, il faut rajouter ça. Et donc là, normalement, on va faire fixe. Et en attendant, on va quand même tester en local que ça fonctionne bien. Donc là, tu vois qu'on n'est pas sur l'URL locale. Là, on est sur l'URL locale. Donc si ici, je retourne sur mon blog, ça fonctionne bien. Si ici, je vais ici, tchac, Twitter, image, on peut voir que ça fonctionne toujours bien. Donc il faut faire attention à avoir bien l'URL juste. Donc là, tu peux voir que l'URL, il manque un HTTPS. Donc ça fait une URL invalide. Évidemment, une URL invalide, ça nous pose problème quand on est ici, nous, devant notre histoire. Donc, si ici je viens là et que je vais dans déploiement, il faut encore attendre 20 secondes que ça déploie et donc on va attendre en accéléré. Et donc, maintenant qu'on a ça qui est fait, qu'on a le déploiement qui est réussi, on peut essayer de refresh la version de production qu'on a juste ici. Et en refreshant, on peut essayer de recopier la Twitter image qui marche toujours pas. Et donc là, c'est normal parce que j'ai que fixe la OG image. La OG image non plus ne fonctionne pas. Et donc là, on va être en détresse psychologique de l'univers. En fait, j'ai que résolu Twitter. J'ai pas résolu le Open Graph. Donc ça, c'est le problème d'avoir plusieurs trucs, etc. Donc le problème de Twitter est plus explicite parce que c'est unaccepted token de l'histoire entière du monde entier. Moi, j'ai une bonne nouvelle pour vous parce qu'on a enfin réussi. Alors, qu'est-ce que j'ai fait finalement? J'ai fait une méthode getURL qui retourne l'URL de production si c'est production. Et c'est généralement ce que je fais dans mes applications. Tu as déjà vu. Ensuite, si on fait process.env.nodeenv est complètement égal à x, etc. Théoriquement, il faudrait vérifier si on est exactement sur quelle branche Vercel. Mais pour un départ, ça fonctionne bien. Et je t'invite à regarder mes autres vidéos sur Next.js si tu vas voir le code complet. Donc une fois qu'on a fait tout ça, maintenant normalement si on copie l'URL et qu'on vient ici avec Isaac et que je mets cette URL là, pour venir forcer Discord à refetch, tu peux ajouter un query URL comme ça. Ça va venir faire en sorte que Discord fetch à nouveau les métadatas et tu peux voir que cette fois il met la magnifique image sur la preview des réseaux sociaux. La même chose si ici je vais sur Typefully qui est mon outil pour faire des tweets, ici mon post. Alors là, on a Michel qui me dit que j'ai bien travaillé. Merci Michel. Et là, tu peux voir qu'on a aussi, même si j'ai pas mis d'espace, le petit truc qui est juste ici, avec le titre, le background, l'image qui est générée en fonction du titre de notre blog. Et donc là, on a vraiment réalisé l'intégralité des features que j'avais prévu de faire avec toi durant cette vidéo. Et donc franchement, si tu as réussi à faire tout ça, je tiens à t'applaudir parce que tu as maintenant un super blog prêt à l'emploi et que tu peux utiliser chez toi. Si tu as envie de t'améliorer largement en Next.React, en Next.js, etc. et comprendre un peu mieux ce qui se passe sous le capot de Next.js, je t'invite à aller dans le premier lien dans la description, mlv.sh/nextjs. N'hésite pas, si tu as kiffé cette vidéo, de mettre un like et me dire ce que tu en as pensé. Ça me fait très plaisir et ça m'aide à continuer à faire des vidéos aussi longues. 1h37 de rush, je sais pas combien de temps elle va durer à la fin, mais c'est pas mal de temps pour faire un blog. Et n'hésite pas à customiser, à me partager le lien de ton blog sur Twitter, etc. Je crois que les liens passent pas sur YouTube. Mais bref, je compte sur toi, on se dit à bientôt. Ciao, ciao.